Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre de nouveau et ce livre c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Alors ce livre je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, quand j'ai commencé à relire à peu près tout ce que je trouvais et que je voulais découvrir certains genres dont celui-ci qui est je crois l'anticipation et la dystopie un peu. Et en fait ce livre je l'ai trouvé très intéressant, je vais vous en lire quelques extraits après. Et je me suis demandé plusieurs fois en lisant ce bouquin quel était le but de l'auteur, pourquoi qu'est-ce qui le faisait écrire tout ça. Parce que plusieurs fois, quand j'ai lu ce livre, plusieurs fois je me suis arrêtée, je me suis dit mais c'est pas possible. Comment des humains peuvent accepter ce qui se passe là-dedans, peuvent, euh, peuvent accepter certaines choses qui nous paraissent complètement invraisemblables, qui nous paraissent complètement folles, qu'on n'accepterait jamais. Alors l'histoire, rapidement résumée et sans trop spoiler, c'est un... Ça se passe dans un monde où en fait tous les enfants sont nés hors mère, ils poussent dans des éprouvettes. Ils sont conditionnés dès l'enfance. On leur répète par hypnopédie, je crois que ça s'appelle, des choses sur leurs conditions de vie, sur comment elles doivent vivre. Le personnage, entre guillemets, principal de cette histoire, c'est euh, comment il s'appelle, je ne sais plus. Enfin, il y a trois personnages principaux. Il y a Lénina, un certain monsieur Marx, je crois Bernard, et John. Alors, Lénina, c'est une personne très pneumatique, comme dit dans le roman. Moi, personnellement, ça me rappelle les étudiantes américaines qu'on voit dans certains films. Le genre à rester dans le moule, à vouloir être dans le moule et même si on leur propose des choses différentes, à vivre autrement, à vouloir revenir dans le moule et à rester dans ce moule. C'est à peu près ça, les Nina. Bernard Marx, c'est quelqu'un dont on dit très tôt dans le livre qu'il a dû être mal conditionné quand il était encore petit. Enfin, je dirais dans le ventre de sa mère, même s'il ne pousse pas les enfants là-dedans dans le ventre de leur mère. Et le dernier personnage, c'est John. Alors John, c'est qui, c'est quoi? C'est un personnage très bizarre qui a grandi dans des dernières réserves naturelles d'humains, parce que d'humains d'avant, avant tout ça, avant toute cette société très bizarre. Et John est né d'une mère, enfin de deux parents même, parce que même si l'un des deux, on le découvrira beaucoup plus tard, ils sont nés de deux parents, donc nés dans ce monde presque parfait, hein, le meilleur des mondes. Lui, il est né par voie naturelle, parce que la mère n'avait plus en gros les trucs qui permettaient qu'elle n'ait pas d'enfant, vu qu'elle est tombée dans cette réserve naturelle et qu'elle n'aurait jamais réussi à s'en sortir. Euh, c'est un livre qui est très sombre, qui moi m'a fait me poser énormément de questions, qui est plaisant même si le début est assez long. Bon, je spoil pas non plus là, mais pendant, je crois, un ou deux chapitres, on se retrouve avec des différents dialogues, différentes situations qui se passent à différents endroits, mais qui sont intercalées les uns entre les autres. Ce qui fait qu'on se retrouve une fois dans une leçon, plus ou moins, une fois dans le vestiaire où les filles sont en train de discuter de ce qu'elles vont faire plus tard, et encore une autre fois euh, dans plus ou moins l'esprit de Benoît Marx. Benoît, oui, je crois Benoît Marx, qui est en train qui réfléchit, contrairement à la plupart de ses camarades, qui réfléchit. Et en fait, ce monde, le meilleur des mondes, est maintenu en l'état, dans cette béate ignorance, dans cette béate vie, euh, par le fait qu'on réponde le plus vite possible aux désirs des gens. C'est-à-dire s'ils veulent quelque chose, à manger, ou partir se droguer, c'est fait pour être le plus rapidement possible fait. Et c'est vrai que dans cet état-là, à un moment, c'est dit dans le livre, et je l'ai trouvé très intelligent sur le coup, ces gens, du fait qu'on réponde tout de suite à leurs caprices, à tout de suite à ce qu'ils veulent, ça fait d'eux des enfants. Même s'ils sont adultes, même s'ils sont physiquement adultes, même si leur a enseigné parfois très jeunes, enfin souvent très jeunes, des choses d'adultes, ce sont des enfants. Et je vais donc vous citer, enfin là je vais vous lire quelques passages qui m'ont moi personnellement révolté. La plupart se trouvent au début du livre. Alors le premier, voilà, il est assez court.
Un jeune mécanicien, bêta-, était occupé à travailler avec un tournevis et une clé anglaise à la pompe de pseudo-sang d'un flacon qui passait. Le ronflement du moteur électrique devenait plus grave par fraction de temps, tandis qu'il vissait les écrous. Plus grave, plus grave. Une torsion finale, un coup d'œil sur le compteur de tours, et il eut terminé. Il avança de 2 pas le long de la rangée, recommença la même opération sur la pompe suivante. Il diminue le nombre de tours à la minute, expliqua M. Foster. Le pseudo-sang circule plus lentement, il passe par conséquent dans les poumons à intervalles plus longs. Il donne par la suite à l'embryon moins d'oxygène, rien de tel que la pénurie d'oxygène, pour maintenir un embryon au-dessus de la normale. De nouveau, il se frotta les mains. « Mais pourquoi voulez-vous maintenir l'embryon au-dessous de la normale » demanda un étudiant ingénu. « Quel âne » dit le directeur, rompant le long silence. « Ne vous est-il jamais venu à l'idée qu'il faut à un embryon d'epsilon, au milieu d'epsilon, aussi bien qu'une hérédité d'epsilon ?» Cela ne lui avait évidemment pas venu à l'idée. Il fut couvert de confusion. « Plus la caste est basse, dit M. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau. Ensuite, le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, c'est des monstres sans yeux. Lesquels ne sont absolument d'aucune utilité, dit M. Foster pour conclure, tandis que sa voix se fit confidentielle, avide d'exposer ce qu'il avait à dire. Si l'on pouvait découvrir une technique pour réduire la durée de maturation, quel bienfait ce serait pour la société. Considérez le cheval. Il le considère. Mûr à 6 ans, l'éléphant à 10, alors qu'à 13 ans, un homme n'est pas encore mûr sexuellement et n'est adulte qu'à 20 ans, d'où, bien entendu, ce fruit du développement retardé de l'intelligence humaine. Mais chez les epsilon, dit fort justement M. Foster, nous n'avons pas besoin d'intelligence humaine, on n'en a pas besoin, et on ne l'obtient pas, mais bien que chez les epsilon, l'esprit soit mûr à 10 ans, il en faut 18 ans avant que le corps soit propre au travail, que de longues années d'immaturité superflues et gaspillées. S'il était possible d'accélérer le développement physique jusqu'à le rendre aussi rapide, mettons, que celui d'une vache, quelle économie énorme il en résulterait pour la communauté. Énorme, murmurèrent les étudiants. Alors, ce passage-là, c'est un des premiers qui m'a rendu complètement... qui m'a énervé. Je me suis demandé pourquoi il faisait ça, pourquoi il écrivait ça. Et peut-être que son but, c'était de de nous énerver contre cette société, de nous dire comment c'est possible que des gens en arrivent à penser ça, à étudier ça, et à le faire, parce que là, basiquement, ils maltraitent des embryons. Ils font exprès de les faire devenir... Bon, il y a le système de caste, alpha, bêta, oméga, epsilon et gamma, je crois. Et les epsilon, c'est la plus basse caste, mais les êtres humains, personnellement, je pense normaux, ont un meilleur respect de la vie que ça. Là, c'est du barbarisme. Moi, personnellement, ça m'affecte énormément, je trouve. Alors, je vais continuer avec un autre passage qui est un tout petit peu plus loin. Donc, c'est toujours dans le cours donné à de jeunes alpha. Je crois alpha moins. Voilà, donc je continue. Le conditionnement à la chaleur, dit M. Foster. Des tunnels chauds alternaient avec des tunnels rafraîchis. La fraîcheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de rayons X durs. Lorsqu'ils en arrivèrent à être décantés, les embryons avaient horreur du froid. Ils étaient prédestinés à émigrer dans les tropiques, à être mineurs, tisserands de soie, à l'acétate, et ouvriers dans les aciéries. Plus tard, leur esprit serait formé de façon à confirmer le jugement de leur corps. Nous les conditionnons de telle sorte qu'ils se portent bien à la chaleur, dit M. Foster en concluant. Nos collègues là-haut leur apprendront à l'aimer. Et c'est là, dit sentencieusement le directeur, en guise de contribution à cet exposé, que le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce qu'on est obligé de faire, tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Alors déjà, qu'on fabrique des enfants en disant ceux-là vont faire ça, ceux-là vont faire ça, ceux-là vont faire ça, je trouve que ça enlève le libre arbitre. Et encore une fois, bon, je dis pas que l'écrivain était dérangé, mais quel esprit humain sain d'esprit accepterait ça, accepterait
qu'on soumette les enfants à des privations d'oxygène, des augmentations de chaleur ou des présences du froid et des rayons X, enfin des rayons dangereux, euh, dans le ventre de leur mère, parce que même s'ils n'y sont pas là, ça reste quand même assez violent, je trouve. Alors je vais encore vous citer 2 extraits, ou non 3. Alors sur leur porte-bouteille numéro 10, des rangées de travailleurs des industries chimiques de la génération à venir étaient dressés à supporter le plomb, la soude caustique, le goudron, le chlore. Le premier d'un groupe de 250 mécaniciens embryonnaires d'avions-fusées passait précisément devant le repère du mètre 1100, sur le porte-bouteille numéro 3, un mécanisme spécial maintenant leur récipient en rotation constante. Pour améliorer chez eux le sens de l'équilibre, expliqua M. Foster, effectuer des réparations à l'extérieur d'un avion-fusée en plein air, c'est un travail délicat. Nous ralentissons la circulation quand ils sont en position normale, de façon à ce qu'ils soient à moitié affamés, et nous doublons l'afflux de pseudo-sang quand ils sont la tête en bas. Ils apprennent à associer le renversement avec le bien-être, en fait. Ils ne sont véritablement heureux que lorsqu'ils se tiennent sur la tête. Encore une fois, c'est un moment qui me perturbe. Le début de ce livre m'a perturbé et c'est pour ça que j'ai du mal à le commencer. Parce que moi, c'est quelque chose. Bon, je sais que c'est certainement le but. C'est quelque chose qui est répugnant, à mon sens, qui est malsain de faire ça de près. Dans un sens, ce monde, c'est logique. Dans leur monde et dans leur mentalité, c'est logique. Mais quand on lit ça, et pour moi, c'est vraiment affreux. C'est un comportement abject. C'est se prendre pour Dieu. De dire on va exposer un enfant à ça pour qu'il y résiste plus tard. Même si on le sait, c'est dangereux, c'est mortel. Ça peut être mortel. Et je vais vous dire je vais vous citer un dernier extrait qui est plus ou moins loin qui est assez loin dans le livre, mais qui devrait pas vous spoiler trop de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que ce monde, s'il existait, et que moi j'atterrissais dedans, je me tirais une balle, techniquement, vraiment, parce que c'est un monde qui vit dans son utopie, mais quand tu le vois de l'extérieur, tu ne peux pas considérer que c'est une utopie, c'est quelque chose de trop mal formé. C'est un bébé difforme, voilà, c'est un bébé difforme, ce monde. C'est trop mal formé pour l'apprécier, enfin pour accepter de vivre dedans. Alors, je reprends donc. Le sauvage se retourna. Sauvage, c'est John. Donc le sauvage se retourna et courut vers l'autre bout de la salle. Vite, 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 cria-t-il, vite. Debout, au centre d'une ronde de jumeaux jouant au zip furet, l'infirmière en chef se retourna. Le premier instant d'étonnement fit place presque instantanément à la désapprobation. Ne criez donc pas. Songez aux petits, dit-elle, fronçant les sourcils. Vous risquez de les déconditionner. Mais que faites-vous ? Il avait rompu la ronde. Faites donc attention. L'un des enfants hurlait. Vite, vite. Il saisit l'infirmière par la manche et la traîna derrière lui. Vite. Il s'est passé quelque chose, je l'ai tué. Lorsqu'ils furent revenus à l'extrémité de la salle, Linda était morte. Le sauvage resta un instant debout, figé. Dans le silence, puis tomba à genoux à côté du lit et, se couvrant le visage de ses mains, sanglota éperdument. L'infirmière était dans l'irrésolution, regardant tantôt la forme agenouillée près du lit. Quelle scandaleuse exhibition! Et tantôt, pauvres enfants, les jumeaux qui avaient interrompu leur partie de zip furet et regardaient ébahis vers l'autre bout de la salle, les yeux et les narines écarquillés, et la scène scandaleuse qui se déroulait autour du lit numéro 20. Fallait-il lui parler, tâcher de le ramener au sentiment de convenance, lui rappeler où il se trouvait? Quel tort fatal il risquait de causer à ces pauvres innocents, détruire ainsi tout leur bon conditionnement à la mort, par cette dégoûtante explosion de cris, comme si la mort était quelque chose de terrible, comme si quiconque avait une telle importance. Cela pourrait leur donner les idées les plus désastreuses sur la question, les bouleverser et les faire réagir de façon totalement erronée, complètement antisociale. Elle s'avança vers lui et lui toucha l'épaule. « Vous ne pouvez donc pas vous conduire convenablement ?» dit-elle à voix basse, courroucée. Mais, tournant la tête, elle vit qu'une demi-douzaine de jumeaux étaient déjà debout et s'avançaient au travers la salle. La ronde se désagrégeait.
Encore un instant et non, le risque était trop considérable. Le groupe entier risquait d'être mis en retard de 6 ou 7 mois dans son conditionnement. Elle retourna en courant vers eux, dont elle avait la charge, et qui étaient menacés. Allons, qui c'est qui veut un éclair au chocolat demanda-t-elle, d'une voix forte et joyeuse. Moi hurlèrent en chœur le groupe Bokanovski. Le lit numéro 20 était complètement oublié. Alors ce passage, c'est... Bon, je spoil un tout petit peu, donc spoiler. Ce passage, c'est au moment où John, le sauvage, voit sa mère mourir. Euh, donc John a été élevé dans une communauté indienne, restant de communauté indienne, où la mort est totalement différente, une perception totalement différente de la vie, de celle du meilleur des mondes. Et en fait, dans le meilleur des mondes, les enfants sont emmenés dans des maisons de retraite ou des moratoires, je crois qu'ils disent dans le livre. Et ces enfants, ils vivent leur vie tranquillement. Je crois qu'ils y font tous les jeudis ou tous les vendredis. Ils vivent leur vie tranquillement. Ils jouent avec les personnes qui meurent à côté d'elles. Ce qui est quand même relativement glauque, moi je trouve personnellement. Pour leur faire accepter la mort, pour leur faire comprendre que la mort c'est pas grave, que ça viendra un moment, et puis voilà. Sauf que, comment dire que là, cette infirmière, en gros, elle dit que la norme c'est d'accepter la mort, d'être joyeux autour, que c'est un truc comme ça qu'il faut passer. Alors certes, il faut le passer comme ça, mais d'où c'est anormal de pleurer sa mère, parce que l'âme qui est morte, c'est la mère de John, du sauvage. D'où c'est anormal de pleurer son parent, d'où c'est anormal de pleurer quelqu'un qu'on a perdu, qu'on a aimé. Mais le problème, il est là. Le problème dans ce bouquin, c'est qu'on n'aime plus. On vit des expériences, certaines personnes couchent ensemble, certaines personnes vivent. Je crois qu'il y en a qui font des sports extrêmes, il y a un peu de tout, des nouveautés. Mais là-dedans, on n'aime pas. On vit, on a nos désirs auxquels ils sont répondus très tôt, très vite. Dès qu'on veut quelque chose, on l'a. Et c'est ça le problème, c'est que même s'ils vivent dans un monde parfait, entre guillemets, il reste des enfants. On cède à tous leurs caprices, donc il reste des enfants. Et ils peuvent pas éprouver l'amour en restant des enfants. Le personnage de Benoît Marx, qui est mal fait. Il y en a plein qui disent que il aurait subi un problème dans son éprouvette quand il était bébé. Ce personnage-là, ce qu'il veut de Lénina, parce qu'à un moment il est avec Lénina, il veut être aimé d'elle. Il ne veut pas être juste quelqu'un avec qui elle va avoir des relations pendant un temps et puis après changer d'un autre. Il veut vivre quelque chose avec elle, il veut construire quelque chose comme dans l'ancien temps. Et ça, bon, c'est quelque chose que Lénina ne va plus vouloir. Et voilà, c'est quelque chose qui est central à ce film, je trouve. Enfin, à ce livre. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point Aldous Huxley a écrit et s'est allé loin dans ses réflexions, dans son imagination de ce monde, qui est quand même assez flippant. Moi, quand j'ai fini de lire le livre, je me suis dit, qui voudrait vivre là-dedans et qui accepterait de vivre dans ce monde, de ce monde presque parfait, certes, mais qui n'est pas parfait, qui est imparfait, qui est monstrueux. Parce que ce qu'ils font aux bébés au début, c'est monstrueux. Les conditionnements subis par les enfants, c'est monstrueux. Plusieurs fois, Bernard, je tendance à l'appeler Benoît, mais il s'appelle Bernard Marx dit et redit que ce que les gens répètent, ce que donc Lénina, qui est le personnage féminin central de l'histoire, répète, dit je suis contente d'être une bêta, je crois, parce que c'est son rang social. Je suis contente d'être une bêta et tout ça, parce que je suis toujours mieux qu'une oméga. C'est des choses qu'on leur a fait apprendre par hypnopédie, c'est des choses qu'on leur a répétées dans leur sommeil pendant des milliards de fois. Ils citent le nombre de fois que les enfants l'entendent durant leur grandissement, leur évolution. Et c'est assez affreux de voir comment la société est conditionnée. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Que dire d'autre Je pourrais passer, je pense, des heures à parler de tout ça.
à dire à quel point certaines choses sont flippantes dans ce livre. Parce que je me dis, si un jour on en arrive à là, c'est pas possible que... Enfin, je veux dire, la moralité humaine ne peut pas mener à ce monde. La moralité humaine ne peut pas, vraiment. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de très grave et qu'on n'ait plus aucune morale pour accepter tout ça. À un moment dans le film, dans le livre, je ne vais pas vous le citer parce que c'est assez long, il considère que les cellules monoparentales, enfin monoparentales, même pas monoparentales, les familles sont des aberrations. Les enfants doivent être faits. Le maximum de personnes, on doit faire le maximum de jumeaux à partir d'un ovule pour qu'ils soient tous pareils, pour qu'ils réagissent pareil. Bon, il y a plusieurs groupes de jumeaux, je crois que le plus grand groupe qu'ils aient fait à partir d'un seul ovule, c'était 1100 et quelques. Mais c'est quelque chose d'absolument abject. C'est peut-être le but de l'écrivain, mais ce monde est révulsant. Je vais arrêter d'en parler, je crois, parce que là je me répète pas mal. Alors je vous conseille énormément de le lire. Le début est assez long, enfin assez long. Il n'est pas long, mais il est assez compliqué à suivre, du fait, donc, comme je vous l'ai dit, des intercalements de situations entre les trois personnages principaux, enfin deux des personnages principaux. Mais c'est quelque chose vraiment à lire. Et si vous êtes ulcéré à certains moments parce que vous lisez par là où l'humanité est arrivée, ça veut dire que vous êtes humain. Je vous rassure. C'est tout à fait normal. Et voilà, donc c'était Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Un livre que j'ai bien aimé, même s'il m'a révolté énormément de fois. C'était probablement le but de l'auteur. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Salut!